Donc aujourd'hui, on va parler du capital vital et surtout comment évaluer son capital vital. Parce que je vous avais expliqué dans les cours précédents que la naturopathie se basait sur la force vitale. Et eh bien, s'il n'y a pas de force vitale, tout au moins si elle n'est pas suffisante, eh bien, on ne peut pas mettre en œuvre la naturopathie. On ne peut pas faire comment dire, bousculer, stimuler les forces d'auto-guérison de l'organisme par des moyens qui sont utilisés en naturopathie. Plus le sujet est vital, plus les cures seront brèves et intenses. À l'inverse, plus le sujet est sous-vital, plus les cures seront longues et douces. Eh bien oui, parce qu'une cure qui est trop intense chez un sujet qui est sous-vital, alors déjà, effectivement, il n'aura pas suffisamment de vitalité pour avoir les mêmes résultats que s'il avait vraiment les batteries pleines. Et en plus, ça risque de, on va dire, décharger plus vite ces batteries qu'il ne devrait. Donc, on va respecter cet état de vitalité. D'où l'important de faire une évaluation de votre capital vital. Donc, ces formes vont permettre d'identifier cela, quel est le caractère d'une personne, pour pouvoir lui proposer des techniques qui vont aller dans le sens de qui elle est. Et ça, c'est aussi vrai pour les enfants. Je pense aux mamans, là, lorsqu'il y a des enfants qui ont des préférences, eh bien, des personnalités différentes, eh bien, il y a des enfants à qui on propose des activités, mais ça leur convient absolument pas parce que ça fait pas partie de leur carte de jeu. Ils n'ont pas envie de jouer à ces jeux-là, ça fait pas partie de qui ils sont vraiment. Alors qu'en observant leur morphologie, vous pouvez apprendre à mieux les connaître et du coup, leur apporter vraiment des idées qui vont aller dans le sens de qui ils sont et donc, on va dire, de les aider à aller vers cette adhésion. Alors, je pensais notamment, il y a beaucoup de questions par rapport à comment faire manger des légumes aux enfants. Eh bien, là, on verra, lorsqu'on parlera des différentes techniques à mettre en œuvre, eh bien, comment on peut, pour chacun des tempéraments psychologiques des enfants, leur proposer un outil pour leur permettre d'aller vers l'adhésion à la consommation des légumes. Par exemple, hein, certains auront besoin de jeux, d'autres auront besoin de comprendre, d'autres auront besoin de toucher. Ça va dépendre de leur psychologie. Donc voilà, ça c'est un exemple de l'application de la morphopsychologie en naturopathie et qui peut aider beaucoup, hein, même dans les relations professionnelles, pour les recruteurs d'entreprises. Voilà, hein, c'est des techniques qui sont de plus en plus utilisées. En naturopathie, donc, comme je vous disais, on utilise le bilan morphologique, donc à la fois physio et psychologique, donc que l'on étudiera entre les cours 5 à 8, beaucoup plus en détail. Le bilan iridologique que l'on verra dans le cours 9, le bilan homéopathique que je n'utilise pas moi, mais pour lequel je vous ai donné une information. Et puis on peut faire également au niveau du corps physique des bilans biologiques, hein, carrément. Il y a des indicateurs, il y a des facteurs dans le corps, dans le sang, qui donnent des orientations, des indications sur les comportements, sur la biologie, le fonctionnement, on va dire, de l'organisme. Alors ça peut être pourquoi pas le pH par exemple, hein, que l'on va évaluer à partir, non pas du sang, mais à partir des urines. Et puis, ça peut être également le cortisol, hein, à partir d'une languette que l'on met dans la bouche, la cortisol salivaire. Donc, c'est c'est une molécule chimique du stress et en fonction de sa concentration dans notre organisme, eh bien, ça détermine notre tendance à être stressé ou pas. Vous voyez, il y a différents bilans plus concrets qui peuvent être faits. Ça se fait au cas par cas. Mais d'une manière générale, pour avoir une vue d'ensemble, je dirais que le bilan morphophysio et les bilans iridologiques apportent déjà beaucoup d'informations pour connaître le corps physique, que les hormones influencent vraiment la personnalité. Et donc, on a pu observer qu'en fonction des zones du cerveau qui étaient en relation avec les glandes en question, c'est-à-dire que, eh bien, par exemple, au niveau de la glande de l'hypophyse, qui est plutôt la glande de la connaissance réelle, du concret, eh bien, il va y avoir tout le cortex intellectuel ici qui va se développer. C'est par exemple la bosse des maths chez les mathématiciens. Hein, vous voyez bien là dans votre esprit, donc il y a souvent une partie du crâne qui est vraiment j'arrive pas à le dire, qui domine l'ensemble du visage. Et donc, voilà, qui donne une forme vraiment particulière au crâne. Et c'est vrai pour l'ensemble des 4 glandes majeures de notre organisme.
Oui, le groupe sanguin détermine notre capacité, notre psychologie, nos tendances énergétiques, psychologiques. Alors oui, c'est une tendance. Hein, ça ne veut pas dire que parce que vous avez ce groupe sanguin-là, et vous rentrez absolument dans cette case. Hein. Mais il est vrai que d'une manière globale, il y a beaucoup de caractéristiques communes au groupe sanguin A, B, AB ou O hein, au sein d'un même groupe.